Accord, désaccord avec Guillaume Durand. Voilà, j'ai oublié Michel Tournier hier et Pierre Boulez, évidemment, il y a quelques jours. Merci Nicolas Bouzou de m'avoir repris, d'autant plus que nous avions beaucoup parlé et de l'un et de l'autre, de Tournier hier et de Boulez il y a quelques jours. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Je vois que vous écoutiez ce matin des propos qui viennent de tomber, ceux d'Emmanuel Macron. Et on lui demandait, c'est chez nos confrères de RMC, est-ce que vous avez envisagé de démissionner, puisque c'était à la une du Parisien il y a quelques jours. Voici sa réponse. Les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez envisagé de démissionner ? Non, à aucun moment. Je vais vous dire les choses. Allez, très simplement. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis moi-même. On m'a parfois reproché d'être trop direct, de le dire. Et donc, je ne parle pas par le biais des autres. Je ne fais pas dire les choses. Et je ne suis pas dans l'indécence qui consisterait à menacer de démissionner. Si j'étais dans une telle situation, j'aurais la discussion avec la seule personne avec qui j'ai à avoir cette discussion, le président de la République. Voilà, la seule personne avec qui j'ai à avoir cette discussion, le président de la République, c'est-à-dire qu'il zappe Manuel Valls, et on voit bien qu'il y a une grande hostilité, en tout cas animosité entre les deux qui vont aller à Davos dans un instant. Emmanuel Macron qui s'est rasé la barbe, est-ce que vous y voyez l'un et l'autre, Bouzou et Séguéla, une sorte de signe qu'il est non pas rentré dans le rang, mais que l'école buissonnière n'était pas envisagée. C'est pour cela que je n'ai jamais voulu entrer en politique. Si on n'a pas le droit d'être barbu quand on a envie d'être barbu, mais quelle saloperie de métier. Il a eu tort. Enfin, il faut qu'il reste lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire de se plier? Il est tellement plus beau avec la barbe. Pourquoi on l'empêche D'accord, mais la petite phrase qui est quand même la phrase importante sur le fond, qui est de dire, au fond, je ne reconnais que l'autorité du président de la République. Si on revient sur le fond, c'est un franc-tireur, c'est un rebelle, c'est pour ça qu'il apporte la dernière fraîcheur qui reste au Parti Socialiste et au gouvernement. Il ne faut pas qu'il la perde. Et évidemment, qu'il a toujours dépendu directement dès le départ. Ça a duré peut-être 3 mois. De faire allégeance au Premier ministre. Il a toujours répondu directement au président. Et le président, comme avec Taubira, va le garder jusqu'au bout, parce que il est assis sur la gauche de base et la droite. Enfin, dans le cas de Taubira, ce dont il a surtout peur, et vous l'avez bien connu, puisque vous êtes occupé de la campagne de Lionel Jospin, à l'époque vous étiez à gauche, c'est que Taubira se présente, non pas contre lui, mais appelle à voter contre Hollande, si jamais il se présente. Parce que Taubira a fait perdre Jospin. Oui, bien sûr. Donc le seul problème de Taubira, c'est pas ce qu'elle fait, c'est qu'il faut pas qu'elle fasse perdre Hollande s'il veut se présenter. Oui, mais enfin, il y en aura plusieurs qui vont faire perdre Hollande, qui de toute façon n'a aucune chance d'être élu. Donc ça c'est, on revient dans le nouveau Séguéla dans un instant. Non, c'est pas Macron par Bouzou. Regardez les choses en face. J'ai jamais pensé un seul instant qu'il avait envisagé de démissionner. Et il se trouve que je l'ai vu il y a quelques jours pour parler de sujets de fond. Et le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il dégageait une espèce de bonheur comme ça d'être au gouvernement, de joie de vivre, qui m'a amené qui se transparaît d'ailleurs parfaitement quand on le voit dans les médias. Et donc on voit bien qu'il veut pas du tout démissionner. Sur le fond, il y a un autre élément dans cette interview très très intéressant qu'il a souligné, c'est le fait que le plan pour l'emploi qui a été présenté par le président de la République lundi n'allait pas assez loin. Et donc on voit bien qu'il est en lien direct avec le président de la République, mais avec une liberté de parole, en effet, qui est quand même complètement exceptionnelle. Alors qui exaspère Manuel Valls, c'est qu'il peut aussi, et les deux vont à Davos, c'est qu'ils se suivent, c'est là. Oui, mais qui peut, à mon sens aussi, finir par exaspérer l'opinion publique. Et je pense que c'est ça le problème de Macron. C'est-à-dire que le discours est parfait, en tout cas pour les gens comme moi, j'adhère complètement intellectuellement à tout ce qu'il dit. Le problème, c'est toujours ça. C'est-à-dire que le plan pour l'emploi ne va pas assez loin, telle mesure ne va pas assez loin. Or, c'est lui quand même qui a la responsabilité sur le plan économique la plus importante de tout le gouvernement. Et donc on voit bien qu'on a un écart qui se creuse entre ce qu'il fait, ou en tout cas entre ce que le gouvernement fait et ce qu'il annonce. Et ça, je pense que la présidentielle, c'est quand même dans plus d'1 an, je pense que ça peut être amusant. Dès qu'il est un peu hors piste, hop, il revient dans la piste qu'il vient de faire à l'instant. Donc il est quand même très malin, et moi je pense que c'est un jeu à deux avec le président. Donc, ce qu'il a, là où il a vraiment frappé au cœur Valls, il a démodé. C'était pitoyable avec Ruquier. Il parlait en boucle, on aurait dit BFM, il parlait en boucle, il dit toujours les mêmes choses, etc. Il y avait pas d'émotion, il y avait pas de tendresse. Et peut-être que ça, c'est justement... Il n'y avait pas d'envolée. Et c'est pas le Valls que je connais, c'est pas le Valls avec qui j'ai fait 2 campagnes pour Lionel Jospin. Et finalement, depuis que Macron est là,
il a un boulet au pied, c'est plus le même. Il a les dents serrées, physiquement même, ça l'a changé. Donc, vivement qu'on passe à un autre gouvernement. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait, si Manuel Valls est allé chez Ruquier, car beaucoup de gens se posaient la question, c'est au fond dans une espèce de campagne anti-Macron. C'est-à-dire c'est une campagne électorale. Pour se rajeunir. Ou est-ce que c'est une campagne justement parce qu'il pense comme vous que François Hollande ne pourra pas y aller? D'abord, il a eu complètement raison d'aller chez Ruquier. Je vois pourquoi on pourrait aller chez Durand et pas chez Ruquier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, donc et en plus le ministre de la Défense, il s'appelle ministre de la Défense, donc pour lui il faut tout interdire. Bon, mais c'était ridicule. Il a bien fait d'aller, mais là où il n'a pas réussi, il n'a pas été bon. Il aurait dû être différent, il aurait dû être sensible, il aurait dû être tendre. Ce qu'il est, au fond de lui-même. Il aurait dû être poète, ce qu'il est. Il aurait dû être musicien, ce qu'il est. Et là, il a été le Premier ministre. Il faut dire qu'on lui a posé des questions qui ne poussaient pas à la poésie. On n'est jamais obligé de répondre aux questions qu'on pose. Je vous connais. Surtout chez Ruquier. Justement, puisque vous parlez de la poésie, de l'épanchement, non pas de synovie, mais de l'âme, Jean-François Copé était chez Marc-Olivier Fogel hier soir. Autre forme, évidemment, on parlera du livre de Nicolas Sarkozy, de retour en politique. Voici ce qu'il en dit ce matin sur RTL de ce qu'il a fait hier soir. J'ai retiré effectivement quelques leçons, parce que je l'ai entendu souvent. Copé, soit il est complice, soit il est incompétent. J'en ai retiré une leçon que je partage avec tous ceux qui veulent bien et qui ont eu un moment ou un autre, ou qui ont des responsabilités à exercer. Je pense qu'un cercle de confiance, c'est-à-dire des gens avec lesquels on travaille, ça peut être aussi parfois un cercle de vulnérabilité. Parce qu'en réalité, quand on décide, quand on prend un certain nombre d'initiatives, on le fait aussi sur la base des informations qu'on peut recevoir des uns et des autres. C'était chez RTL ce matin. Est-ce que vous considérez, Nicolas, puisque vous qui représentez la nouvelle génération, qu'on peut se refaire... Non, mais... Je te salue. Ça durera pas. Ouais. Est-ce que vous considérez qu'on peut se refaire politiquement, dans le cadre d'un quinquennat, car on n'est plus dans le même cadre que celui d'avant, c'est-à-dire celui du septennat, où il y avait la possibilité de cohabitation, et qu'au fond, un livre et une émission, alors différente, c'est ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire une émission de confession peut vous relancer. Alors, parce que là, on a la confession avec Copé, on aura le livre avec Sarkozy et tous les autres à partir de lundi. Oui, je pense qu'on peut se refaire, tout à fait. D'ailleurs, je suis pas du tout un fanatique de cette idée de renouvellement, et je vois bien au Parlement, d'ailleurs, que les jeunes députés sont pas les plus performants. Quand vous voyez que vous avez 2 jeunes députés EES du Parti Socialiste hier qui font passer un amendement pour interdire les lois, les liens hypertextes en pleine révolution du numérique, mais vous dites, mais franchement, la modernité, elle est pas toujours du côté des plus jeunes. Donc je suis pas un fanatique du renouvellement. Et ce que j'observe j'imagine. Non, mais ce que j'observe chez Copé, Copé, ça fait partie des politiques que je fréquente, que je vois, comme d'autres de gauche d'ailleurs, et je pense vraiment que cette dernière année, il a fourni un travail intellectuel qui est important. Et j'ai lu le livre et je l'ai trouvé intéressant, y compris sur le fond, c'est-à-dire avec de vraies propositions de fond. Et je termine juste pour répondre complètement à votre question, Guillaume. Il me semble que l'effondrement de Sarkozy est quand même quelque chose qui est assez profond dans les sondages, et la comparaison avec Jacques Chirac en 1995, à mon avis, ne convient absolument pas, parce que en réalité, en 1995, au début, c'est Balladur qui était populaire, et Balladur qui s'est effondré, qui a laissé la place à Chirac. Mais Chirac n'a jamais été très impopulaire. La difficulté de Sarkozy, c'est qu'il est très impopulaire, à mon sens excessivement impopulaire d'ailleurs. Quant à Juppé, je dirais qu'il est très populaire très tôt, en début de campagne. Et donc, ce que l'on voit bien, c'est que ça laisse la place pour un troisième homme. C'est bien pour ça que je pense que pour des gens comme Fillon, pour des gens comme Copé, la partie n'est pas tout à fait perdue. Il reste quand même un an et demi. Je voulais rajouter à cette question... il y a quelque chose de bizarre chez Copé, c'est que même si évidemment sa présidence de l'UMP a été plus que contestée, il a été un bon ministre du budget à une période où, vous le disiez vous-même il y a quelque temps, en 2004, ils se sont plutôt bien sortis des affaires économiques et sociales. Or, il joue sur l'affect et pas sur l'expertise, ce qui est quand même étonnant, parce qu'il aura un bilan à fournir. Oui, mais ça c'est parce qu'il sait bien que le débat public en France est beaucoup plus passionnel que rationnel, et donc les gens réagissent aux émotions. Ça se voit d'ailleurs dans le choix de ses émissions. Il a commencé par le divan de Marc-Olivier Fogel hier, avant de faire des émissions de radio à partir d'aujourd'hui qui portent sur le fond. Ça, je le regrette profondément, mais je crains que ce soit la nature du débat public en France. Dernier point que nous allons aborder tous les trois pour nos amis donc qui nous écoutent ce matin, le livre de Nicolas Sarkozy qui s'appelle La France pour la vie, donc qui sort lundi. C'est une relative surprise ou vous étiez au courant, Jacques? Moi, j'étais au courant depuis près d'un an. J'ai toujours pensé qu'il fallait écrire un livre quand on entrait en politique. Je trouve d'ailleurs que c'est un socle.
Alors le problème, c'est que tout le monde le fait et ils sont plus ou moins bons. Pour l'instant, il y a eu un beau livre de Fillon. Tous les autres sont vraiment des véhicules de communication que personne ne lit. Quand je vois que Juppé là dépasse pas 8000 exemplaires, c'est quand même triste pour lui et triste pour la littérature politique. C'est un livre programme. Il m'a toujours. Oui, mais enfin. Bon, c'est pas de la littérature. Alors c'est plus la littérature. Bon. Tandis que je dis pas que le livre, j'ai pas lu. Je dis pas que le livre de Sarkozy va être un livre de la littérature, mais il m'en a parlé souvent et je sais ce qu'il veut mettre dedans. Il m'a dit, je n'écris pas un livre politique. J'écris évidemment que le livre a une portée politique, mais je veux avant tout écrire un livre événement, un livre sur moi, un livre intime, un livre authentique. Je crois qu'ils en ont mis 100 000 exemplaires en place. Oui. C'est colossal aujourd'hui, parce que la librairie, quand vous vendez 10 000 exemplaires d'un livre, aujourd'hui, c'est un miracle. Et c'est très intéressant, parce que... surtout dans le contexte des attentats. Le vrai sondage qui va compter, c'est d'un côté 8 000 exemplaires pour Juppé, et alors... Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy va faire 100 000, mais il suffit qu'il fasse 30, 40, 50 000 pour qu'il soit quand même le record des ventes des livres politiques. Mais surtout, on va découvrir le Sarkozy que je connais, que j'aime, qui n'a rien à voir avec le Sarkozy des médias. Et je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va se mettre à nu. Je sais que quand... je l'ai tellement vu quand on est à 4 avec Sophie et Carla, comme ça, s'épancher, dire ce qu'il est, reconnaître ses erreurs, se préparer. Et c'est un livre qu'il incube depuis 3 ans. On va croire qu'il a écrit au dernier mois. Il avait commencé à l'écrire avant l'été. Il a consacré toutes ses vacances d'été et toutes ses vacances. Mais c'est un livre de fond. Mais Nicolas a donné un argument par rapport à Chirac qui me paraissait intéressant tout à l'heure, c'est que Chirac n'a jamais été impopulaire, c'est Balladur qui était très populaire, puis impopulaire. Et donc, disait Nicolas, il va vous répondre après, le problème de Sarkozy, c'est qu'il y a à la base, dans l'électorat qui est le sien, l'électorat de droite, une impopularité qui est grandissante. C'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Bernard Salanès. Non, mais il y a un virus... C'est pas la gauche qui ne le supporte plus, c'est une partie de la droite qui a des difficultés. Il y a un virus qui est pire que le virus grippal, qui est le virus du tout sauf Sarkozy. Et qui maintenant gangrène même sa propre famille. Mais il y a un seul antidote à ce virus, c'est Sarkozy lui-même. Donc ce livre, ça n'était pas prévu pour ça, puisqu'il y a 1 an qu'il est sur la table, ce livre, il va servir d'antidote, et il va réussir ou rater. Mais les votes de Juppé sont des votes de rejet. On vote Juppé parce qu'on ne veut pas de Sarkozy. Donc Sarkozy doit gagner des votes d'adhésion. Et justement, la campagne, parce que sa campagne commence aujourd'hui, jusqu'à présent, il s'est occupé des autres. Et d'ailleurs, ils ont tous tapé dessus, mais c'est lui qui a remis le parti en ordre, et c'est lui qui a fait que, quand même, la droite a eu 3 victoires consécutives. Maintenant, il va s'occuper de lui. Nicolas, réponse sur ce thème-là. Avant même que le livre ne sorte, c'est aux éditions Pro, il s'appelle La France pour la vie. Oui, 2 choses. D'abord, j'ai bien dit que Nicolas Sarkozy, à mon sens, est excessivement impopulaire. Bon. Mais à la limite... Tu as raison. Voilà. Mais à la limite, peu importe. Enfin, je veux dire, le fait est qu'il le soit excessivement ou injustement ou pas. Oui. Faut pas arriver au point de pas raconter ma vie, mais moi, je connaissais pas personnellement Nicolas Sarkozy. Je l'ai vu ces derniers temps et j'étais quand même bluffé. C'est quelqu'un qui est incroyablement rapide, qui est très brillant, qui est bourré d'idées. Et je regrette d'ailleurs qu'il les ait pas données et qu'il ne donne ses idées qu'en cercle restreint. Sinon, ce qui me paraît toujours très amusant dans le débat public en France, c'est quand même le fait, cette espèce d'imbrication, on en parlait tout à l'heure, entre la littérature et la politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, il faut absolument qu'un homme politique Pardonnez-moi, mais la politique, c'est de la littérature. Non, mais bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, on a aussi toute cette tradition des écrivains qui veulent faire de la politique, Lamartine, Hugo, Chateaubriand, etc., avec d'ailleurs parfois des succès divers. Et on voit aussi que les politiques doivent faire des livres, à la limite, peu importe qu'ils ne se vendent pas, parce que Jacques a raison. Ils passent leur vie à écrire des discours, pourquoi ils n'écriraient pas des livres? On connaît tous des éditeurs, on sait très bien, la vérité, c'est que beaucoup de livres politiques se vendent à 400, 500 exemplaires. C'est ça la vérité quand même. Donc beaucoup les font pour la gloire. Merci beaucoup, 8h58, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci Jacques Séguéla, merci Nicolas Bouzou. De ces réflexions ce matin, je l'espère utile pour vous tous, en rappelant donc la mort d'Ettore Scola. Nous nous sommes tant aimés, c'est un joli titre. Avec Hurtigruten, ne visitez pas la Norvège, explorez-la. Depuis toujours, nos bateaux naviguent le long des côtes sauvages, entre montagnes, îles et fjords, là où les autres ne vont pas. Une expérience unique en 34 escales à vivre toute l'année. Entre le spectacle du soleil de minuit ou celui des aurores boréales, chaque saison offre ses merveilles. Réservez votre voyage pour 2016 avant le 31 janvier et économisez jusqu'à 25%. Renseignements au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr. Offre soumise à condition. Vous pensez à votre santé ? Harmonie Mutuelle aussi.
Quand je me suis retrouvé avec mes 2 commerciaux en arrêt maladie la même semaine, eh bien, croyez-moi, j'ai vite compris à quel point la santé de mon entreprise dépendait de celle de mes salariés. Chez Harmonie Mutuelle, les entreprises adhérentes peuvent bénéficier d'un programme de prévention santé. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés. Et si le secret d'un intérieur unique passait par du mobilier sur mesure? À Paris, l'espace Topair optimise tous vos espaces et vous propose avec les meubles Gauthier et Célio des solutions créatives made in France pour réinventer votre intérieur. Dressing, armoire modulable, placard, bibliothèque, chambre, bureau. Redécouvrez votre intérieur sur mesure. Avec en ce moment des conditions exceptionnelles. Espace Topair, 3000 m² pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. La solution CarePort Pro de Volkswagen Véhicule Utilitaire comprend véhicule de remplacement, assurance perte financière, garantie, maintenance et assistance pendant toute la durée de votre financement. Avec la solution CarePort Pro, la gamme Volkswagen Véhicule Utilitaire est à partir de 149 € hors taxe par mois jusqu'au 31 mars 2016. Exemple pour un Caddy Van TDI 75 en location longue durée 48 mois 40 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank enregistré à l'ORIAS. Information sur volkswagen-utilitaire.fr. En bref, à partir de 149 € hors taxe par mois sans apport, profitez d'une offre unique qui comprend tout. Vraiment